Donc, en effet, je travaille pour les éditions Steinkiss. On va, avec Anaïs, déjà prendre 5 minutes pour se présenter. Moi, je vais vous présenter un peu le catalogue, vous montrer un peu comment on travaille l'histoire au sein du catalogue Steinkiss. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans le concret et parler des enfants de Buchenwald, du travail qu'a fait Anaïs en tant qu'autrice et de sa collaboration avec Dominique Messica, donc qui est co-autrice et historienne de profession. D'abord, peut-être, voilà, si j'arrive à passer cette slide. Les éditions Steinkiss, donc c'est un catalogue exclusivement de non-fiction qui existe donc depuis une quinzaine d'années et qui, voilà, va avoir différentes approches autour de la BD du réel, mais notamment une approche historique assez importante. Moi, je suis une éditrice plutôt de fiction à la base, mais j'ai rejoint le catalogue en 2023. C'est comme ça que j'ai rencontré Anaïs pour la collaboration autour des enfants de Buchenwald. Peut-être Anaïs, tu veux te présenter Oui, rapidement? en deux mots, ouais, je suis donc autrice de bande dessinée depuis une quinzaine d'années maintenant. Moi, j'ai toujours été très intéressée par l'histoire et j'ai travaillé sur différentes biographies notamment. Une première biographie sur Jean-Paul Sartre en 2015. Et puis j'ai fait pas mal de collaborations avec Lyon Capital, les éditions Lyon Capital pour travailler des sujets d'histoire, des personnages historiques de la ville ou des lieux. Et donc, j'ai aussi fait Les Enfants de Buchenwald en collaboration avec Dominique Mitsika cette année. Donc voilà, c'est des sujets. L'histoire sont des sujets. Enfin, l'histoire en général, c'est un sujet qui me passionne et que j'aime représenter. Hop. Donc, au sein du catalogue, on a un peu trois manières d'appréhender en fait l'histoire, la BD historique. C'est souvent par le témoignage. Steinke, c'est vraiment une maison d'édition qui s'est construite sur le témoignage, le récit personnel, le récit de vie, que ce soit par des ouvrages sur Primo Levi, sur Jan Karski, donc très liés à la Seconde Guerre mondiale, mais également plus largement sur un peu l'expérience individuelle et donc un peu la petite histoire dans la grande histoire. On a aussi une approche qui est celle de la biographie historique, donc de travailler sur des penseurs, des intellectuels, des personnalités qui ont traversé différentes périodes de l'histoire. Avec Bourdieu, on s'intéresse à la période algérienne. Avec Joseph Kessel, plutôt à la Seconde Guerre mondiale. Avec Simone de Beauvoir. Voilà, c'est vraiment un catalogue sur lequel la biographie est assez centrale. On a travaillé sur Une farouche liberté, enfin sur Gisèle Halimi avec Une farouche liberté. Voilà, la biographie avec un angle assez historique, c'est quelque chose qu'on travaille pas mal dans le catalogue Steinkiss. Ensuite, vous pouvez trouver, alors, ce qu'on appelle documentaire. Nous, souvent, on passe par le docu-fiction, mais c'est quand même globalement plutôt le documentaire un peu plus frontal. C'est, par exemple, ce qu'on a fait sur le cœur des Sardinières, qui raconte les grèves des Sardinières de 1924 à Douarnenez et un peu une histoire des luttes sociales. Vous allez découvrir Là où se termine la Terre, qui est l'ouvrage sur l'histoire du Chili. Enfin voilà, on va raconter l'histoire, une période, un événement, soit par le biais de personnages fictifs, soit par le biais de personnages réels. Mais de toute façon, dès qu'il y a du fictif et de la fiction, elle est ancrée dans un événement qui est lui-même un événement historique. Voilà un peu les trois approches du catalogue. Je vous ai proposé trois titres très rapidement. C'est juste par rapport à pour faire un peu le lien avec les enfants de Buchenwald et puis pour vous parler un peu du catalogue et de ce qu'on a pu sortir cette année. Une année chez les Français, donc qui est une adaptation d'un roman de Fouad Laroui. L'idée ici, c'est de travailler sur les années 60 au Maroc et donc plutôt sur la question du contexte colonial et postcolonial. Le cœur des sardinières, je vous l'ai évoqué rapidement. La grève des sardinières, des pennes sardines de 1924. Et donc là, on est plus sur l'histoire sociale. Les enfants de Buchenwald, dont on va parler plus en détail, qui est un peu une histoire à hauteur de lecteur, puisque l'idée, c'est de raconter du point de vue, la libération du point de vue et l'histoire du point de vue des enfants de Buchenwald. Sur une année chez les Français, c'est pareil. On va travailler, on va raconter les années 60 et le Maroc à cette période-là du point de vue de Mehdi. Donc voilà, un peu trois approches assez différentes, mais que vous pouvez travailler en bibliothèque, en documentation, et qui voilà fonctionne assez bien auprès des publics jeunes.
Peut-être on reprend nos enfants de Buchenwald. Est-ce que tu veux pitcher du coup, Anaïs? Oui, avec plaisir. En fait, le camp de Buchenwald, c'était donc un camp de concentration en Allemagne, près de Weimar, qui a ouvert en 1937 et qui est donc fermé à la libération en 1945. C'était un camp donc de concentration, pas d'extermination, pas comme Auschwitz où il n'y avait pas le gazage systématique des prisonniers, mais enfin, on y mourait aussi beaucoup par plein d'autres méthodes. Ce camp, du coup, a été libéré le 11 avril 1945 par les troupes américaines. Et à la libération de ce camp, on a trouvé parmi les 21 000 survivants environ 1 000 enfants qui étaient pour la plupart orphelins. Et donc, on ne savait pas trop quoi faire. Ils ont fini par être pris en charge par l'OSE, qui est l'œuvre de secours aux enfants, qui est une association juive qui existe depuis 1910, qui est un peu partout en Europe à ce moment-là. Et 426 d'entre eux vont être accueillis en France pendant l'été 45 pour continuer à les requinquer, prendre soin du coup, de leur santé physique et mentale, de chercher éventuellement des proches survivants et, et puis après de leur trouver un foyer, soit en France, il n'y en aura que très peu qui vont rester en France, il y en a 25 environ, et sinon de les envoyer dans différents pays, soit s'ils ont retrouvé des membres de la famille, ou alors voilà, pour créer une nouvelle vie dans les foyers de l'OSE aussi, aux États-Unis, en Australie, en Palestine, dans la terre également. Donc voilà, on raconte cette histoire dans Les Enfants du Kentucky. Donc le début de l'ouvrage est en fait vraiment l'ouverture du camp, la découverte de ces enfants, qu'on va ensuite suivre dans un parcours un peu de reconstruction, de retour à la vie normale, et qui va voilà être plutôt sur cet après que forcément sur les conditions de vie dans le camp. Tout à fait. Je vous ai remis une petite présentation d'Anaïs, comme ça elle est présentée deux fois. Juste pour vous présenter un peu Dominique Missika, donc qui est historienne, qui a travaillé au Seuil, qui a été directrice éditoriale chez Taillandier, qui a été rédactrice en chef de la chaîne Histoire, enfin, voilà, qui est une historienne passionnée par ces sujets et passionnée aussi par le fait de pouvoir raconter l'histoire de ceux qui ont vécu bah voilà, des moments de vie assez durs ou assez liés à des enjeux historiques et des enjeux politiques et qui avaient un affect très fort avec les enfants de Buchenwald. Peut-être Anne, si tu veux expliquer un peu son... Oui, Dominique, en fait, dans les années 80, elle a rencontré notamment Elie Wiesel, qui a été prix Nobel de la paix en 86, qui est un ancien enfant de Buchenwald. Et elle avait été saisie par son récit, notamment de l'après, justement, de cette prise en charge par l'OSE et de son accueil en France, puisque lui, il était roumain. Donc, il est resté après ensuite en France et aux États-Unis. Puis par la suite, elle a travaillé notamment avec Simone Veil pour raconter justement aussi son parcours avec sa sœur après le retour des camps. Et elle s'est dit qu'il y avait quelque chose à raconter là, puisque c'est vrai que l'après-guerre est assez peu traité en fiction notamment. Et donc voilà, elle s'est décidée de. Elle a écrit pardon, aussi également un livre justement sur les enfants pendant la guerre déjà, il y a quelques Mm. années. Et donc, voilà, elle s'est dit que c'était une histoire qui était importante à raconter, de traiter aussi voilà, ce retour des Ouais. déportés qui est finalement assez peu abordé. C'est un peu un impensé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Oui, puis qui a été vécu aussi comme une grande difficulté pour plein de déportés, parce qu'il y avait une difficulté de la parole, de pouvoir raconter ce qui s'était passé. Et c'est aussi un peu, du coup, dans cet axe-là qu'on travaille sur les enfants de Buchenwald. Oui, c'est ça. De raconter en fait la petite histoire dans le sens à hauteur d'enfants, l'histoire individuelle pour raconter la plus grande histoire. C'est ce qu'on s'est attelé à faire.
Mm. Donc dans cet ouvrage, une des grandes discussions qu'il y a eu avec Anaïs et Dominique au début du projet était quelle était la part de fiction et quelle était la part d'histoire, puisque Dominique ayant rencontré, ayant fait témoigner les enfants de Buchenwald, elle avait du mal aussi à choisir une trajectoire ou à mettre en avant une personne plutôt qu'une autre, et elle voulait pas se recentrer uniquement sur les parcours incroyables d'Elie Wiesel, de plusieurs personnes qui ont pu être médiatisées aussi un peu derrière. Et pour elle, c'était important de créer, pas de raconter une histoire qui soit celle un peu des enfants, de tous les enfants qui soient un peu plus représentatifs des parcours de tous les enfants. Et donc c'est pour ça que il se trouve que dans cet ouvrage, on est passé par l'angle de la fiction et Ouais, donc par la création de quatre personnages qui sont un peu représentatifs de différents parcours d'enfants de Buchenwald et qui vont avoir des destins différents. Et puis surtout, on va montrer cette force qui les unit au début et le fait de pas vouloir se séparer dans d'une proximité très forte et puis d'accepter petit à petit de retourner, à un après, à penser à une vie derrière, mais qui a du coup obligé l'historienne à créer de oui, la fiction, ce qui était une grande complexité pour Dominique. Mais grâce au travail d'Anaïs et à l'incarnation petit à petit de chacun de ces personnages, ça a pu permettre leur création. c'est Peut-être tu ça. veux dire un mot sur chacun. Oui, alors donc voilà, vous les avez sous vos yeux, Fichel, Aaron, Ziv et Chaim. Aaron et Chaim sont des frères dans l'histoire. Tous ces quatre garçons-là sont donc très très liés, ils sont amis, solidaires envers et contre tout. Ils forment une sorte de petit clan qui va d'ailleurs, enfin, ça c'est nos personnages fictifs, mais aussi basés sur l'histoire des vrais enfants. Si tu veux, Anne-Charlotte montrer la deuxième slide aussi, j'ai mis quelques personnages, enfin pas de personnages justement, pardon, les vraies personnes sur lesquelles on s'est basé euh, qui, euh, qui ont continué cette solidarité aussi à travers les années. Après, quand ils sont devenus grands, ils faisaient des réunions régulièrement. Ils s'appelaient toujours les enfants de Buchenwald. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de préciser qu'on les appelle les enfants de Buchenwald, mais, parce qu'ils avaient entre 8 ans et 18 ans à peu près. Mais c'est ça, en fait, il y avait une majorité d'adolescents. Il y avait quelques très petits, dont... ah mince, bah, du coup, il y a eu un petit crop sur la photo. Derrière, alors, par exemple, Shaim et Aaron sont basés en tout cas sur l'histoire de Naphtali et Israël Lowe, qui est donc la photo qui est croppée. Bon, voilà, c'est pas très grave. Derrière, Léon Levkovitch, qui est ce monsieur bien musclé, qui est donc aussi qui est devenu champion d'haltérophilie moins de 10 ans après sa sortie du camp, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et puis voilà, donc Elie Wiesel tout à fait à droite, euh, dont on a déjà parlé. Donc, voilà, on s'est basé donc sur ces messieurs pour mélanger les parcours, comme Anne-Charlotte a souligné avant, puisque la plupart ont eu des destins ordinaires en fait. Ils ont appris un métier, certains sont devenus tapissiers, bijoutiers, et plein de parcours très ordinaires derrière. L'important, c'était de raconter voilà, leur solidarité entre eux, leur parcours, euh, à travers ces quatre personnages fictifs, voilà, de Fichel, Aaron, Chaim et Ziv. Et puis au niveau design, peut-être je peux dire deux mots aussi, puisque c'était choisir leur physique. Donc je n'ai pas essayé de faire des ressemblances donc avec aucun des personnages ayant vraiment existé. Euh, il y avait du coup des caractères. Dominique avait écrit un peu leurs caractères, leurs réactions. Donc avec ça déjà, moi ça me donnait des images en tête pour comment les représenter. Mais aussi quand on regarde les photos d'archives des vrais enfants, ce qui est assez saisissant, c'est qu'ils ont des traits de jeunesse, évidemment, mais ils ont des regards très durs. On sent quand même qu'ils sont tout à fait traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Vous voyez, il y en a certains qui ont vraiment des têtes de grands, quoi, alors qu'ils ont 15 ans, 14 ans. Et ça a été un peu, en tout cas un peu délicat de trouver les traits de nos personnages fictifs à partir de ça. Euh, mais c'était intéressant, du coup, d'explorer euh, voilà, cette caractéristique un peu particulière de ces enfants qui n'en sont plus vraiment. On leur a un peu volé leur enfance, quoi. Justement, toute l'histoire de leur accueil, notamment après en Normandie, c'est de leur retrouver leur part d'enfant et d'innocence qui leur a été volée. Et puis, on a aussi fait le choix au niveau de la représentation de ne pas, alors c'est pas spécifique au personnage là tout de suite, mais de manière générale, de ne pas représenter
graphiquement l'horreur des camps. D'une part, comme disait Anne-Charlotte, on commence le jour de la libération, donc c'est vraiment un récit sur l'après. Je pense que la plupart d'entre nous ont les images en plus des camps en tête, des déportés à la sortie de la guerre, puisque l'idée c'était vraiment de se baser sur leur reconstruction, etc. Et ils racontent au fur et à mesure dans leur dialogue, que ce soit entre eux ou auprès des différents adultes qu'ils ont côtoyés, que ce soit au camp, parce qu'ils sont restés quand même 2 mois après la libération du camp, au sein du camp avec les Américains, le temps d'organiser un rapatriement. Et, donc voilà, dans cette attente. Et puis après, avec le personnel de l'OSE en Normandie, ils racontent dans leur dialogue des souvenirs, des moments pendant leur déportation. Et c'était suffisamment dur comme récit pour ne pas en rajouter graphiquement. Voilà. Donc c'est aussi une BD qui est du coup très accessible, même pour un public assez jeune, puisque voilà, il n'y a pas de. Nous, je crois qu'on a dit à partir de 12-13 ans, il me semble, au niveau de l'édition. Ouais, Et, même, ouais, ouais, on avait dit et 11-12, ouais. ouais, c'est ça. Et par expérience en festival, en dédicace, j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes, même très jeunes, quoi, 10, 11, 12 ans, qui sont venus très intéressés par ce sujet de cette bande dessinée. Donc, voilà. La difficulté, enfin, la difficulté des enfants de Buchenwald, ça a été aussi que personne ne voulait d'eux. C'était des enfants qu'on savait abîmés par leur expérience au camp, qui étaient voilà dans des situations psychiques extrêmement difficiles, des situations physiques aussi extrêmement difficiles. Il y en a qui sont partis en Suisse parce qu'ils étaient trop malades, etc. Et donc, bah, du coup, personne ne voulait vraiment les accueillir. Et le travail de l'OSE, la mobilisation de Geneviève de Gaulle, des mouvements sociaux de l'époque ont permis aussi de leur donner une chance et de leur dire, bah, on va les accueillir, on va faire en sorte de les nourrir, de les accompagner, puis d'essayer de leur donner un après, donc en appelant leur famille, en essayant voilà, de chercher les listes parce que voilà, beaucoup recherchent leur famille, se souviennent pas bien de leur nom. Enfin voilà, il y a toute une problématique aussi de retrouver leur histoire à eux. Et c'est vrai que ça, c'est un élément très important dans la bande dessinée et qui tenait à cœur à Dominique et Anaïs, qui était de aussi mettre en avant les encadrants qui avaient voilà, œuvré déjà pour essayer de recréer du lien avec ces enfants et puis qui avaient chacun à leur niveau essayé de voilà, retrouver leur famille, éplucher les listes de la Croix-Rouge pour essayer de retrouver des gens, appeler bah, tous les gens qui avaient des noms proches de, 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 de l'un des enfants pour essayer de dire bah, est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est un cousin, est-ce que et d'ailleurs, il y a un des enfants de Buchenwald qui a été adopté par un homonyme, une famille française qui était un homonyme et qui a dit bah, on ne connaît pas cet enfant, mais on l'accueillera et il aura sa place chez nous. Donc, dans cette histoire des enfants de Buchenwald, il y a aussi l'histoire des encadrants, de Gabi, de Rachel, de Fanny, du docteur Revel, enfin voilà, de tous ces gens qui ont œuvré autour de ces enfants pour essayer de se lancer dans un parcours de reconstruction ou en tout cas essayer d'ouvrir l'écoute. Et ce dont Dominique Messica parle avec Simone Veil, de la difficulté d'écouter le récit des déportés. Et c'est vraiment ce que vont essayer de faire ces encadrants. Et puis il faut imaginer aussi que ces enfants, quand ils arrivent, ils ont plus du tout confiance dans l'adulte de manière générale. Pour eux, l'adulte, c'est probablement un danger. Par leur expérience. Donc on les amène dans cette maison de Lozé en Normandie, dans un petit village qui s'appelle Écouis, où on les, c'est pas le bon mot, pardon, on les parque, j'allais dire, mais en fait, voilà, on les laisse enfermer entre guillemets là-dedans de nouveau, puisque c'est le temps aussi de faire ces démarches, de les remettre sur pied aussi physiquement. Donc, ils ne le vivent pas bien non plus. Et puis, les encadrants qui les accueillent déjà s'attendent à avoir des enfants, parce qu'on leur a dit c'est des enfants qui arrivent. Et donc, comme on l'évoquait plus tôt, il y a beaucoup d'adolescents, donc ils sont un peu étonnés de ce groupe-là. Ils ne sont pas bien préparés. On est dans une France après-guerre qui manque encore de tout. Il y a encore l'étiquette de rationnement, etc. Donc, c'est aussi des difficultés pour le personnel encadrant. Euh, et, euh, et du coup, ils vont essayer de alors, les soigner physiquement, ça c'est sûr, mentalement également, mais aussi ils vont essayer essayer de reconnecter avec eux en leur proposant des activités plus normales pour les jeunes de cet âge-là, de faire de la musique, Ils vont euh, apprendre le français. des jeux, apprendre le français, ben c'est ça.
parmi les 426, il n'y a aucun Français. Il y a des Polonais, des Roumains, des Hongrois, et ils parlent une langue qui est un peu un mélange, ils appellent ça la langue du camp, qui est un mélange d'allemand, de yiddish, de leur propre langue, etc. Parmi le personnel, il y en a plusieurs qui parlent polonais, qui parlent allemand, etc. Donc, ils arrivent à peu près à se comprendre. Mais voilà, on leur apprend le français également. Ils sont peut-être pas très enclins à apprendre le français au départ. Beaucoup se disent de toute façon qu'ils vont pas rester en France. Et puis oui, là, notamment Gabi, qu'on appelle, qui est surnommée Nini, donc c'est la personne que vous voyez dessiner là, et puis qui est en photo également sur la slide d'après, voilà, qui est encadrée par les deux garçons qui a été, enfin, elle et puis Rachel Minck aussi, qui ont été deux femmes parmi le personnel de l'OSE, qui a vraiment œuvré à être, qui était d'une grande humanité, de grande douceur. Les enfants ont souligné le fait que Gabi et Rachel ont fait l'effort, entre guillemets, de mémoriser leurs prénoms et de les appeler par leurs prénoms. C'est quelque chose qui est resté dans les témoignages des enfants derrière, en disant ça nous a redonné une humanité, on ne nous appelait plus par des numéros. Donc oui, c'est avec beaucoup de douceur et de patience et d'écoute qu'elles ont réussi, qu'elles et ils ont réussi à les apaiser. Et puis aussi, c'est ça que je voulais souligner, les enfants étant évidemment complètement traumatisés, ils racontaient euh, leur passé avec une distance, un détachement émotionnel très important, ce qui a beaucoup surpris le personnel encadrant aussi. Et ça aussi, ça a été un travail de dire, bah, c'était pas normal ce que tu as vécu. Et voilà, on prend la parole de plein fouet. Euh, mais voilà, donc essayer de les accompagner ensuite à un retour à une vie plus humaine, plus normale, quoi. C'est passé. Une des grandes problématiques quand même de la bande dessinée auquel du coup Anaïs tu as été confrontée, c'était quand même cette vraisemblance, enfin ce réalisme historique et du coup de représenter avec justesse plein d'éléments. C'était quelque chose qui tenait très à cœur à Dominique, mais aussi à toi. Et du coup, il y a eu quand même, vous avez fait un travail toutes les deux de recherche et de documentation visuelle qui a vraiment été extrêmement important. Oui, oui, c'est sûr que quand on fait une BD historique, on n'a pas envie de faire d'impair ou de contresens par rapport à la réalité. Le travail de documentation était très important. Pour la première partie, au camp de Buchenwald, moi-même pour visualiser comment était organisé le camp. Alors, il y avait il y avait beaucoup de photos, mais il y avait assez peu de ressources, par exemple, de plans de camp, ou en tout cas, où était la baraque numéro 8 ou 66, où les enfants avaient été réunis pour les protéger voilà, pour organiser leur circulation dans le camp. Évidemment, voilà, donc après, par exemple, en haut, là, vous avez ce qui s'appelle le Kino, qui est donc l'ancien cinéma qui était prévu pour les soldats allemands et qui a été ensuite, par exemple, il y a eu une première cérémonie juive célébrée par un rabbi, un aumônier militaire américain, Herschel Schachter. Donc, on peut voir là sur la photo en haut à gauche, qu'on représente dans le livre également. Puis donc, voilà, tout le travail de documentation ensuite également à Écouis, donc c'est le préventorium où ils ont été accueillis. Différents bâtiments ensuite, il y a une scène à Paris également, à l'hôtel de Lutetia où ont été accueillis des réfugiés en retour des réfugiés français au retour des camps, voilà. Donc heureusement, il y a plein d'archives en ligne, notamment au camp de Buchenwald, puisque les Américains ont photographié et filmé énormément dès leur arrivée au camp le 11 avril, même le 12 avril d'ailleurs. Et on a donc plein de photos et de vidéos des enfants. Et également avec oui, ils ont été filmés et photographiés, donc c'est très précieux pour moi. Et puis après, il y a plein de documentations un peu plus spécifiques, donc évidemment tous les véhicules, que ce soit les véhicules militaires et civils, évidemment tout ce qui est costume pour les uniformes américains ou la façon dont étaient habillés aussi les enfants, que ce soit au camp ou après. Et puis après, des choses un peu plus triviales, entre guillemets, des petits détails auxquels on ne pense pas forcément au départ. Il y a une scène où on leur propose du camembert pour la première fois et ça sent très fort et ils sont très incommodés par par l'odeur et ils pensent qu'on veut les empoisonner. Bah, tout bêtement, à quoi ça ressemble un camembert, comment, en 1945, comment il est emballé, est-ce que c'est déjà comme on l'a aujourd'hui ou pas? C'est des recherches comme ça, les tickets de rationnement, ça peut être aussi les laissez-passer qu'on leur donne, les carnets de vaccination, du matériel médical, enfin voilà. Donc il y a, surtout moi je suis un petit peu obsédée par la véracité et la recherche de documentation pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc oui, ça a été une grosse partie de notre travail, mais c'était aussi passionnant de se plonger vraiment dans toutes ces archives.
peut-être rappeler un peu les différentes étapes du travail en bande dessinée. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec un peu. Donc, la première étape, c'est donc celle du scénario, du synopsis, d'écrire un peu bah, l'architecture un peu du récit. Puis ensuite, on va séquencer. Donc, on va travailler séquence par séquence. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va montrer? Et Mhm. puis ensuite, cette étape du découpé dialogué, bah, qui est on montre et puis qu'est-ce qu'on dit aussi sur ces scènes. Et puis, c'est le moment où aussi, bah, Anaïs, elle a plusieurs étapes de travail dans sa création des planches. C'est ça, on fait toujours ce qu'on appelle le storyboard, qui est donc une sorte de brouillon. Si tu veux passer aussi à la slide suivante, Anne-Charlotte. Voilà, ça peut être plus parlant pour une planche où, en fait, à partir de dialogue enfin, à partir du scénario de Dominique, les dialogues, et puis elle explique la situation, où est-ce qu'on est dans le camp, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est de ce qu'on appelle le découpage, donc le storyboard, où voilà, faire la mise en scène, quoi, comme au cinéma. Où est-ce qu'on place la caméra, sur qui on se rapproche, qui parle. Puis, une fois que ça s'est terminé, moi j'ai fait la partie ancrage, donc dessiner au propre tout simplement par-dessus. Il y a parfois des différences entre storyboard et l'ancrage parce qu'on pense que c'est plus efficace de faire ce cadrage ou celui-là, etc. Et puis en dernier, c'est la mise en couleur qui, pour notre album, a été fait par Alessandra Alexakis, qui est une coloriste italienne. Voilà, la couleur est aussi un moyen de narration dans la bande dessinée. Et elle a mis beaucoup de douceur dans ses couleurs, justement, pour équilibrer un peu entre ce que racontent les enfants et la ligne à l'ancrage, juste en noir et blanc. Nous, on a mis pas mal d'outils quand même pour accompagner l'ouvrage. Anaïs et Dominique ont fait des interventions, ont été aussi voilà, présentes en salon, au mémorial. Enfin voilà, essayer de diffuser aussi cette histoire. On a créé une exposition qui tourne dans les écoles, les collèges et les lycées et qui a été créée en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'OSE, qui a été relue par les historiens, etc. Et qui permet de, voilà, de raconter un peu et présenter le livre et le travail des autrices et voilà, les différentes personnes qu'on voit dans l'ouvrage. C'est une expo qui est dispo. Il suffit de contacter les éditions Steinkiss. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Anaïs et Dominique donc feront des interventions auprès de différents publics. C'est souvent des choses qui sont voilà qui fonctionnent assez bien et avec lesquelles il y a beaucoup d'intérêt. Et puis un élément, une activité qui marche assez bien, qu'on a pu expérimenter, c'est les ateliers d'écriture, donc soit de l'écrit, soit de l'audio, autour de la question du témoignage, c'est-à-dire proposer aux élèves, aux étudiants, de travailler l'histoire par le biais du témoignage, par le fait voilà, de faire témoigner un grand-père, une grand-mère, quelqu'un de sa famille, un proche, quelqu'un qu'on connaît, sur un événement historique qu'il aurait pu vivre qui permet de montrer que bah, voilà, cette histoire qu'on étudie ou qu'on traverse, bah, elle touche tout un chacun. Et ça aussi, c'est des dispositifs d'animation qu'on a pas mal expérimentés et qui sont vraiment qui fonctionnent très bien. Chez Steinkiss, vous avez aussi un petit outil qui est donc le catalogue diffusion scolaire et bibliothèque. J'ai promis que je le mettrai à dispo, qui en fait thématise un peu les ouvrages de la maison et qui rappelle bah, les expositions qui sont dispo et un peu les événements possibles autour des ouvrages. Euh, Anaïs, peut-être tu veux compléter quelque chose sur les interventions ou sur les rencontres que tu as pu faire? Non, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, je suis toujours intéressée de parler de notre livre et puis de transmettre auprès des plus jeunes. C'est aussi pour ça qu'on a fait cet album. Le moment où les derniers survivants partent les uns après les autres, c'est aussi voilà, un travail de mémoire qui, par la BD, est aussi peut-être plus accessible pour la jeunesse. Et oui, oui, ça peut être des rencontres en classe, d'expliquer soit le côté aussi processus créatif de créer une bande dessinée sur un thème, en l'occurrence ici la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de manière générale de parler de cette histoire particulière des enfants de Buchenwald. Donc c'est à disposition pour organiser ça avec plaisir. On vous a préparé quelques planches sur la fin pour que vous puissiez rentrer un peu plus dans l'ouvrage.
Mais ce qu'on vous propose aussi, c'est de pas hésiter à nous poser des questions sur voilà un point qu'on aurait survolé sur lesquels vous avez des questions plus précises ou voilà, enfin vraiment tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Je viens de Je- voir une question justement d'une personne, si tu veux, je la lis à haute voix. Ouais, vas-y. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y avait des filles ou seulement des garçons? Ah ouais, Et ça a été une question assez récurrente. Ouais. j'ai posé la même question à Dominique au début de l'histoire. Et en fait, non, il n'y avait effectivement que des garçons à Buchenwald. Il n'y avait que des hommes de manière générale. Il y avait des camps de femmes aussi, dans ce qu'on appelle les camps satellites autour. Il me semble que pour Buchenwald, le camp où il y avait les femmes, c'était à Dora, Mittelbrau, pardon pour l'imprécision du nom. Quand le train qui les a ramenés de Weimar, du coup la ville la plus proche de Buchenwald, à Thionville, à la frontière allemande-française, et là où ils ont séparé en fait les 1000 enfants, plusieurs groupes, comme on disait, une partie est allée en Suisse parce que c'était les plus malades, et une petite partie est partie en Angleterre et le reste en Normandie. Là, on voit dans les archives qu'il y a quelques filles sur le transport. Dominique n'était pas si sûr de savoir à quel moment et pendant quel contexte ils ont récupéré ces autres enfants. Elle avait discuté aussi avec Cathy Hazan, qui est une historienne également et qui a travaillé spécifiquement aussi sur les enfants de Buchenwald dans un essai il y a quelques années auprès de Lozé. Donc, on ne sait pas exactement d'où viennent ces jeunes filles, mais très probablement de camps satellites autour. Mais pour ceux qui sont arrivés en Normandie, c'était exclusivement des garçons. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant que les questions arrivent, je voulais vous remercier quand même pour cette présentation qui était très riche, très complète. C'est hyper intéressant, tous les outils que vous avez développés avec l'exposition, etc., tous les outils de médiation qui sont mis à disposition. C'est quand même intéressant de pouvoir développer une bande dessinée de cette manière et de pouvoir l'exploiter de cette manière. Moi, j'ai lu cette bande dessinée avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Donc, merci beaucoup pour ça. Ah oui, oui, j'ai suivi. Si Oui, vous oui, avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit à l'écrit, soit à l'oral, si vous avez envie directement de vous exprimer et de poser vos questions à nos deux intervenantes. Alors moi, je vois pas les questions, ça va. mais Ça va, si t'inquiète. Anaïs, tu les vois, c'est très Ouais, bien. j'ai le chat ouvert pour l'instant. Ok, Pour l'instant, pas d'autres questions. eh bien, très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des retours peut-être de collégiens ou de lycéens sur cette bande dessinée? Comment ça a été reçu, cette BD? Bah, Ben, c'est vrai que en fait, c'est fou parce que ce qui ressort de cette BD et les retours qu'on a, alors moi je vais parler des retours voilà, des rencontres qu'on a pu faire en librairie, etc. C'est vraiment la question de l'émotion en fait qui ressort en premier. c'est vrai. C'est vraiment celle de, enfin finalement la partie historique et l'histoire de ces enfants, elle reste voilà unique, mais c'est l'empathie que le lecteur crée avec chacun des personnages qui a le plus, je crois, touché les lecteurs et les gens qui se sont plongés dans cette histoire Mhm. avec voilà ce qu'avaient eu envie de faire Anaïs et Dominique, hein, d'être à hauteur aussi, de dire mais en fait le but c'est pas de montrer comment les mouvements, etc. C'est vraiment de revenir sur sur le quotidien, sur c'est quoi c'est quoi l'habitude? C'est quoi la normalité? C'est quoi se lever le matin alors qu'il y a 2 semaines, on était dans un camp? Et en fait, c'est tout, cette proximité avec les enfants, toutes ces petites choses qui racontent, cette empathie du quotidien qui a le plus, je crois, ému les lecteurs. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il se passe, entre guillemets, pas grand-chose pour eux pendant ces quelques mois. C'est-à-dire que l'histoire est faite beaucoup d'attentes, que ce soit l'attente au camp, on ne sait pas ce qu'on va faire d'eux, ils savent pas où ils vont atterrir. Puis ensuite, en Normandie, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, mm, on est touché par le fait que justement, c'est une histoire qui a ému et touché justement les lecteurs parce qu'on raconte surtout voilà, leur état émotionnel, ceux du quotidien, etc. Ça, c'est chouette. Et moi, comme je le disais précédemment, j'ai été étonnée, et positivement étonnée d'avoir autant de jeunes publics dans Dédicace. Enfin, il y a tout public, hein, honnêtement, il y a tout âge.
J'ai eu beaucoup de profs d'histoire, notamment aussi, mais c'est vrai que d'avoir beaucoup plutôt très jeune, j'ai été agréablement surprise parce que moi, c'est une histoire, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais je me dis peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus distant aussi, cette histoire. Cette année, c'était les 80 ans de la libération du camp, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de voir que ça intéresse toujours les plus jeunes, c'est formidable, quoi. Mm. Oui, puis on sent quand même que cette bande dessinée, elle se diffuse petit à petit. Donc, bah voilà, on a été pas mal contacté par les mémorials. Là, on a eu la nouvelle en début de semaine. C'est une bande dessinée qui va être publiée en Allemagne, et qui sera disponible, on l'espère, à Buchenwald. Enfin voilà, on sent que la manière dont Anaïs et Dominique ont voulu aborder le sujet fait que bah, il est extrêmement accessible et il permet à tous de s'en emparer. Je pense que tout le monde n'y trouve pas la même chose, Ouais, oui. mais en même temps, c'est toujours l'intérêt du livre. Et c'est vrai que je pense que tout le monde ressort touché aussi par cette histoire. Mhm. Je vois une question dans le chat qui sera probablement pour toi, Anne-Charlotte. Bonjour, avez-vous des albums à destination des 8-10 ans? Des 8-10 ans. Alors, chez Steinkiss, on a un catalogue plutôt adulte. Donc, sur les 8-10 ans, ça va être moins le public qu'on va pouvoir toucher. Après, sur ces thématiques Seconde Guerre mondiale, bah, il y a le réseau Papillon, chez Jungle, les enfants de la résistance aux Lombards. Voilà, il y a pas mal de titres qui peuvent exister. Chez nous, pour les 8-10 ans, faut quand même être un peu motivé, quoi, pour rentrer dans le catalogue Steinkiss. On est plutôt ouais, sur des approches collège, quoi. Nous, on va être vraiment sur ces tranches d'âge-là. Dans le groupe Stan Kids, du coup, c'est Jungle que c'est plus orienté Ouais. jeune. Oui, oui, mais Jungle fait plutôt peut faire de la fiction historique, mais ils sont moins dans des approches documentaires. Mhm. La personne dit merci. Oui, un point que je voulais vous dire que Anaïs a soulevé rapidement et qui a été quand même un beau casse-tête pour nous à travailler sur l'ouvrage, c'est cette question de la langue. Vous Mhm. imaginez bien, on est à Buchenwald, c'est des gens, des enfants qui viennent de partout, pas mal d'Europe de l'Est. Dans le camp, on parle à moitié allemand, à moitié yiddish, à moitié roumain, à moitié polonais. Les Américains débarquent là-dedans, ils parlent anglais. La Croix-Rouge, bah, du coup, il y a pas mal de Français. Donc voilà, ce gloubi-boulga de langue, cette espèce d'échange entre les gens qui passe par une communication qui est extrêmement non verbale aussi. On a essayé de le retranscrire, donc à la lecture, vous verrez, il y a plein d'interjections qui sont liées à la langue d'origine de chacun, parce que bah, il y a voilà ce qu'appelait Anaïs la langue du camp, qui est une forme ouais, d'hybridation de plein de langues qui leur servait aussi à communiquer dans cet endroit-là et qui va en fait être un peu une langue que les enfants vont garder entre eux et qui va aussi les couper, enfin leur permettre de se couper aussi des encadrants et qui, voilà, par l'apprentissage de la langue, par l'apprentissage du français aussi, il y a cette envie bah, de recommuniquer avec l'autre et de recréer un lien. C'est marrant, je me permets de rebondir parce que moi, ce qui m'avait marqué dans cette bande dessinée, c'était tout l'aspect culture, justement, où les adultes ont vraiment cette volonté de comprendre la culture de l'autre, de l'amener dans le camp et de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment chez eux et accueillis, quoi. Ouais, ouais, Oui, je pense Pardon, vas-y, Anis. non, non, j'en prie. On en parlait beaucoup avec Dominique, avec les gens de Lozé, avec Cathy Hazan, mais ces enfants ont eu un destin euh, parce que à un moment, des gens ont pris soin d'eux et que ça leur a donné un après. Là où, s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation, si les gens s'étaient pas, enfin, s'il n'y avait pas eu cet engagement politique autour de ces enfants, enfin, ils se seraient retrouvés dans des orphelinats et on les aurait laissés parce qu'ils parlaient pas la langue, parce qu'ils étaient sauvages et parce que, ils avaient des comportements agressifs.
Et en fait, en faisant ce choix-là, en l'osé, en s'engageant là-dedans, la Croix-Rouge, toutes les associations, Geneviève de Gaulle, les communistes, etc., ils donnent une chance à ces enfants qui fait que bah, ils ont une vie. Alors, on peut s'attacher à Élie Buzyn, à tous ceux qui ont une vie extraordinaire, mais il y en a plein, et la majorité d'entre eux ont eu une vie normale, mais surtout une vie plutôt heureuse, avec voilà, des Mm. enfants, avec des familles, ont retrouvé aussi, voilà, enfin, ont pu avoir de nouvelles aspirations et ont pu aussi avoir un avenir, un futur, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de force aussi avec bah, voilà, les derniers survivants et ces commémorations qui ont lieu tous les ans à Écouis, où ils se retrouvent, où ils retrouvent leurs encadrants. Il y a quelque chose voilà, qui est hyper touchant aussi dans parce que Buchenwald fera toujours partie de leur vie, que en même temps, ce qui s'est passé à Lozé, ce qui s'est passé à Écouis fera aussi toujours partie de leur vie. Et c'est pour ça que c'est si important aussi pour eux, je pense, de le transmettre et puis de le célébrer tous les ans, quoi. Oui, puis je pense aussi même avant l'OSE, en fait, le fait de trouver 1000 enfants à cette libération, c'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire des camps allemands, Exactement, hein. ouais. Parce que la plupart du temps, dans les autres camps, les plus petits étaient systématiquement exterminés dès leur arrivée au camp. Ce qui fait qu'ils ont pu être aussi nombreux à Buchenwald, c'est d'une part, il y en a pas mal qui étaient passés par Auschwitz avant, donc on fait les marches de la mort pour arriver en janvier 45 à Buchenwald. D'autres sont sortis directement des derniers ghettos avant d'arriver à Buchenwald. Donc déjà, ça expliquait aussi un petit peu pourquoi il y avait plus d'enfants à ce moment-là. Puis les Allemands savaient que ça sentait la fin, hein, donc ils étaient aussi enfin, ils étaient un peu désorganisés. Bah, voilà. Au sein du camp de Buchenwald, ils ont été très protégés par le comité international de résistance, qui était un groupe qui existait déjà depuis 40 ou 41 au sein du camp, beaucoup créé pardon, par beaucoup de Russes, de soldats russes emprisonnés dans le camp et qui, donc, avec leur rigueur militaire, avait commencé à faire ce comité de résistance qui a notamment servi à regrouper ces gamins-là dans une baraque où ils ont marqué typhus devant, parce que le typhus faisait très peur aux Allemands, et puis leur réserver des tâches moins pénibles à faire, leur réserver un bout de pain supplémentaire, etc. C'est aussi par cette solidarité des autres prisonniers qui fait qu'à la libération du camp, il y a encore ces 1000 enfants. Puis après, la solidarité des Américains, notamment ce rabbin dont on parlait, qui a pris contact avec l'OSE, etc., pour essayer de leur trouver un endroit où aller. Et puis après, avec l'OSE. Donc c'est vrai que c'est une histoire, une chaîne de main tendue vers ces gamins qui a permis aussi qu'ils aient une vie, comme disait Anne-Charlotte, euh, la plus normale possible et plutôt chouette après pour la plupart, quoi. Merci à vous deux pour cette présentation. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous d'avoir suivi ce cycle Histoire d'Histoire qui continue encore donc la semaine prochaine, jeudi 13 novembre. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site internet du SLPJ, slpj.fr, dans l'onglet Salon puis professionnel. Merci beaucoup Anne-Charlotte, merci à Anaïs pour cette présentation et n'hésitez pas à retrouver ce webinaire en replay sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne journée. journée à tout Bonne le journée, monde. au revoir. Au revoir. Au revoir.